Bien, bonjour. Donc on reprend sur cette dernière séquence sur les tests statistiques cette fois-ci. On va regarder très précisément un certain nombre de situations. Ça va être un petit peu plus rapide que ce qu'on a vu jusque-là. On va décliner simplement les outils qu'on a bien mis en place maintenant les fois précédentes. Donc la première question qu'on va se poser, ça va être la comparaison de moyenne et de proportion. C'est des choses qu'on a déjà faites en réalité la fois d'avant. On va juste le rappeler, le mettre au carré et puis et voir un peu quelques autres tests en plus. Euh, Donc on fait l'hypothèse qu'on dispose d'échantillons de grande taille pour l'instant. On va voir après le cas des petites tailles qui seront un peu plus nouveaux. Mais dans le cas des grandes tailles, c'est des choses qu'on a déjà faites en fait. Donc on dispose de deux échantillons A et B qui ont des grandes tailles, NA pour A et NB pour B, supérieur à 30 dans les deux cas. Les moyennes de A et B sont respectivement MA et MB et les variances sont SA carré, SB carré. Et ce qu'on cherche à déterminer, c'est si mu A et mu B, les moyennes vraies d'une variable dans les populations A et B sont différentes. D'accord, donc on a deux populations A et B et on veut savoir si leurs moyennes, les valeurs moyennes qu'on est en train de mesurer, sont différentes ou pas dans les populations, étant donné ce qu'on a dans les échantillons. Donc la méthode, on note d'abord l'hypothèse H0 qu'on va chercher à rejeter, c'est que mu A égale mu B. Dans ce cas-là, et l'hypothèse H1 alternative, c'est mu A différent de mu B. Et donc on va former Z, la grandeur réduite, et on va écrire CMA moins MB sur racine carrée de SA carré sur NA plus SB carré sur NB. D'accord, oui, SA, SB, là, c'est bien les écarts types des échantillons. NA, NB, c'est les populations dans chacun des échantillons. Et puis MA, MB, c'est les moyennes des échantillons. Donc pour Z inférieur à 1,96, on ne peut rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que mu A est égal à mu B. Donc ce serait ce qu'on aurait tendance à traduire comme étant, ils ont la même moyenne. Mais statistiquement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas les rejeter à un seuil de 95% en l'occurrence, de certitude. Voilà. Et pour un Z supérieur à 1,96, alors dans ce cas-là, si MA est plus grand que MB, alors a priori mu A est plus grand que mu B. Et situation inverse, si MB est plus grand que MA, dans ce cas-là, mu B est a priori plus grand que mu A. Et le test est significatif et on va aller, dans ce cas-là, chercher le degré de signification du test. On va prendre la plus petite valeur de P, telle que Z est encore supérieur à UP. Voilà. C'est ça qui nous donne, dans ce cas-là, le degré de signification. Voilà, pour les proportions, le raisonnement est tout à fait similaire. On va disposer de deux échantillons A et B de grande taille qui sont représentatifs, on imagine, de deux populations A et B. On mesure des proportions PA et PB dans chacun de ces échantillons avec des variances expérimentales SA carré, SB carré. Et la question, c'est est-ce que les proportions sont les mêmes dans la population ou pas. Donc l'hypothèse H0, c'est à nouveau PA égale PB. Et l'hypothèse H1, c'est PA différent de PB. Et donc on forme cette relation-là, dans ce cas-là, on fait Z égale la valeur absolue de PA moins PB sur racine de PA facteur de 1 moins PA sur NA plus PB facteur de 1 moins PB sur NB. Si Z fait moins que 1,96, on ne peut pas rejeter l'hypothèse que PA est égal à PB. C'est-à-dire qu'a priori, on a plutôt trouvé que PA égale PB. Et si Z est supérieur à 1,96, là le test est significatif. Et si PA est plus grand que PB, alors PA est plus grand que PB. Et si PB est plus grand que PA, alors a priori PB est plus grand que PA. Voilà. Et on peut à nouveau indiquer le degré de signification de P de ce test en allant chercher la valeur de P la plus petite telle que Z reste plus grand que U alpha ou UP. Ok. Voilà. Maintenant, on va en venir à quelque chose qui va être un petit peu plus nouveau, qui est la comparaison de moyenne à nouveau, ça change pas, mais sur des petits échantillons. Ça veut dire qu'au moins un des deux échantillons a moins de 30 éléments dans sa population. Donc dans ce cas-là, on fait appel au test de student, qu'on appelle le test T, souvent. Alors pour la petite histoire, student ne s'appelait pas student, c'était quelqu'un qui travaillait au début du 20e, fin du 19e, je ne sais plus. Il était diplômé en chimie et en maths, et il travaillait dans une compagnie qui interdisait les publications, et donc il a publié sous un pseudonyme. Son test et le pseudonyme c'était student. Donc on a retenu le nom du pseudonyme mais pas le nom de par ailleurs le très bon mathématicien qu'il était et qui a quand même, enfin statisticien et qui a mis au point ce test qui est maintenant utilisé absolument partout. Donc voilà la petite histoire. Donc la condition de validité du test de student, parce qu'il repose sur des hypothèses pour le coup, c'est que les distributions parentes sont des distributions normales et qu'elles sont de même variance. Ça faut bien s'en rappeler, c'est des choses à contrôler dans la vraie vie si vous le faites. Que vous êtes confronté à regarder différentes populations et que vous avez besoin de faire un test de student, il faut quand même s'assurer que les conditions sont réunies. Sinon, on peut dire des grosses bêtises. Donc, on va former des choses qui sont très similaires. Il n'y a pas de nouveauté sur l'allure de la chose, mais si vous vous rappelez bien de la loi de student, elle dépend du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire du nombre de bestioles, entre guillemets, qu'on a testé.
Donc on forme la valeur de t, alors, ce qu'on appelle t maintenant, c'était le z avant, hein. Donc c'est valeur absolue de ma moins mb sur racine carrée de s carré sur na plus s carré sur nb, d'accord. Et s carré, c'est donc si vous voulez, une moyenne des écarts types, hein. Na-1 sa au carré plus nb-1 sb au carré sur na plus nb-2. D'accord. Donc ça, c'est un espèce d'écart type moyen, si vous voulez, qu'on a ici. Et donc ce t, on va le comparer au t qui est tabulé dans les tables de loi de student. Regardez d'abord, on travaille au seuil de 5% a priori, on pourrait aller voir la précision plus grande ou plus petite par ailleurs, mais on va en revanche aller regarder pour un nombre total de sujets testés égal à na plus nb-2. D'accord. Donc dans la loi de student, vous avez plus d'entrées que dans la loi normale, parce que vous avez non seulement le seuil, qui vous donne un certain nombre de valeurs, mais vous avez aussi en fonction du nombre de degrés de liberté ici. Et après, c'est toujours la même chose, hein. Si t est plus petit que t de na plus nb, on ne peut pas rejeter h0, en l'occurrence que mu a est égal à mu b. Et si t est plus grand que le t de na plus nb, on rejette h0 à 5%. Et ça veut dire que si ma est plus grand que mb, alors a priori mu a est plus grand que mu b, ou l'inverse. Et on peut aller chercher le degré de signification p du test de la même façon. C'est-à-dire que dans la table de student, on va chercher la plus petite valeur de probabilité telle que t est plus grand que t de na plus nb-2, à la précision p donnée. Voilà, donc ça marche tout à fait de la même façon. Alors prenons un petit exemple, un example, ne fait jamais de mal. Donc les durées d'hospitalisation de patients, par exemple, atteints ou non d'infection nosocomiale, avec des belles fautes d'orthographe, je suis désolé, sont comparées. Donc on était à l'hôpital, on a regardé en tout, si vous comptez bien, 67 patients, d'accord, 17 qui étaient atteints de maladie nosocomiale, 50 qui n'étaient pas atteints de maladie nosocomiale, et on a compté combien de temps ils ont passé dans l'hosto. Pour les 17, en moyenne, on a trouvé 11,3 jours, et pour les non-nosocomiaux, là, on a trouvé 9,2 jours. Et l'écart type est de 7,5 dans le cas nosocomial et 6,1 dans le cas non nosocomial. Alors on voit que là, on n'en a que 17, donc on ne peut pas faire de la loi normale bête et méchante, il faut faire du student, hein. On n'a pas le choix. Donc c'est parti, donc c'est ce que j'ai déjà dit, un effectif est inférieur à 30, hein, donc il faut faire un test de student. Les variances sont proches, donc ça paraît pas débile de dire que c'est des lois normales et qu'elles ont à peu près les mêmes paramètres. D'accord. Si vous aviez trouvé ici un S carré de 12, bon, ça ferait beaucoup pour un moyen de 11,3, mais... et ici 3, là pour le coup il faut vraiment se poser la question de la pertinence d'utiliser du student. Mais bon, là on est 7, 5, 6, 1, c'est pas trop mal. Bon, maintenant pourvu que les distributions de durée d'hospitalisation, elles en général soient normales en l'occurrence, mais bon, on a l'échantillon qu'on a. En tout cas, nos écarts types sont pas débiles. Ok, donc on forme la valeur alors, pardon, il y a une petite erreur de enfin, je peux pas dire en notation, mais ça c'est SA carré, SB carré. Ça, ce S carré là, c'est pas ce S carré là du tout, hein, bien sûr. On revient ici, je suis désolé, une petite erreur de notation, je l'avais pas vu. Mais ça, c'est le S carré de la loi de student qui est une espèce de moyenne pondérée des SA carré, SB carré. Donc là, le S ici, c'est des SA, SB. Voilà, excusez-moi. Donc on forme la relation qu'on vient de voir pour le S carré, donc on fait 16 fois 7,5 plus 49 fois 6,1, on enlève 1 à chacun des deux là, sur 65, et ça fait 6,44, d'accord, donc ça va être la valeur de S carré. Donc 65 là c'est 50 plus 17, ça fait 67 moins 2, ça fait bien ça. Et donc le T, il fait 11,3 moins 9,2 sur racine carrée de 6,44 sur 17 plus 6,44 sur 50, et ça nous fait 2,95. Merveilleux. Et donc si on va voir dans la table de student, le T 65 à 5% vaut à peu près 1,96. Alors, la petite blague, c'est que quand on a 65 degrés de liberté, la loi de student, par ailleurs, devient proche de la loi normale. Et donc, la loi student que j'avais consultée, moi, en faisant ça, n'avait que 30 degrés de liberté maximum, elle ne montait pas jusqu'à 65. Et donc on trouve des valeurs qui sont raisonnablement proches de la loi normale, et donc on peut utiliser en l'occurrence à 96. Bon, c'est pas dramatique. De toute façon, l'écart est. Enfin, il n'y a pas autant d'écart entre le T65 et le T infini. C'est T infini hein, qui vaut exactement à 96, mais bon, qu'à ça ne tienne. Et donc, on a bien un test significatif, hein, d'accord. Et si on va utiliser la table que j'ai utilisée, on se retrouve avec une précision de 5 millièmes en l'occurrence. D'accord. Qui est à peu près la table de la loi normale en l'occurrence, puisqu'on a un nombre de degrés de liberté qui le permet. D'accord. Ensuite, on peut avoir besoin de comparer des variances. Jusque-là, on a beaucoup parlé de comparer des moyennes et des proportions. On peut avoir besoin de faire des tests de comparaison de variance entre échantillons.
Mettons qu'on dispose de deux séries de mesures de variance SA carré, SB carré, et on veut tester l'hypothèse H0 qui est que les deux variances soient identiques. Et dans ce cas-là, on va former le Z qui est SA carré moins SB carré sur racine de 2SA à la puissance 4 sur NA plus 2SB à la puissance 4 sur NP. Et là, si Z est inférieur à 1,96, le test est non significatif, on ne peut pas rejeter que les deux soient de même variance, et si Z est supérieur à 1,96, il est significatif, et comme d'hab, on peut aller chercher son degré de signification dans la table de la loi normale centrée réduite en lui. Bien, donc allons-y sur cet exercice. Dans cet exercice, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe quand on compare deux méthodes de dosage. Mettons qu'on ait deux méthodes de dosage d'un taux sanguin, n'importe lequel, glycémie, je dis n'importe quoi. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un prélèvement qu'on va diviser en 50 aliquotes qu'on va doser par la méthode A d'un côté et par 50 aliquotes qu'on va doser par la méthode B. Dans le cas de la méthode A, on trouve une moyenne de 47 et une variance de 30. Dans le cas de la méthode B, on trouve une moyenne à 52 et une variance à 40. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les deux méthodes donnent le même résultat? Donc pour ça, on va comparer les moyennes. Donc première étape, on construit notre grandeur Z, là en valeur réduite, et on trouve Z égale 4,2, et on voit que la différence est significative, c'est plus haut que 1,96. Donc B dose plus haut que A, et si on va regarder le seuil de précision, on est en fait à 10-4. D'accord. Donc ça, on sait faire, et on a obtenu ce résultat-là. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles sont aussi précises par ailleurs? Donc le même taux est dosé plus haut par la méthode B que la méthode A. Maintenant, c'est est-ce que néanmoins elles ont la même précision ou pas? Donc ça, ce qu'on va aller regarder, c'est des comparaisons de variance. Donc on construit Z pour les variances, ça nous fait 40 moins 30 sur racine de 40 carré sur 50 plus de 30 carré sur 50, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça nous fait du 10 sur racine de 100, ça fait 1, et ça c'est inférieur à 1,96, donc à 5%, il n'y a pas de différence significative. Et donc on n'a pas mis en évidence de différence de précision entre ces deux mesures-là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut conclure de cette petite étude sur laquelle on a juste appliqué les relations qu'on vient de voir. Voilà. Maintenant, on peut se poser des questions, ce qu'on a déjà un petit peu fait, si vous vous rappelez, il y a une ou deux vidéos en arrière, je ne me rappelle plus laquelle exactement, se poser la question du nombre de sujets qui est nécessaire pour un test. Dans ce cas-là, il va falloir préciser les choses. Donc il faut définir, alors si on est sur une comparaison de proportions, il faut définir phi0 et phi1, donc la proportion pour l'hypothèse nulle et pour l'hypothèse alternative, et il faut définir la puissance qu'on veut atteindre par le test, donc la probabilité de succès du test. Donc la méthode pour faire ça, on va un peu l'écrire telle quelle sans se justifier. De toute façon, on n'a plus justifié grand-chose depuis quelques temps, vous l'avez remarqué. On est plus là pour essayer d'appliquer les choses et de comprendre les principes sous-jacents, mais pas la démonstration mathématique. Bref, donc pour tester H0 ici, donc phi est égal à phi 0 contre H1, c'est à savoir que phi égale phi1, inférieur à phi 0 par exemple. Avec une puissance P, donc le risque est bêta égale à 1 moins P, donc il nous faut n sujets qui est égal à, alors là on est à 5%, dont le 1,96 ici, fois racine de phi 0 fois 1 moins phi, plus U à 2 bêta, d'accord, dans la loi normale, racine de phi facteur de 1 moins phi 1, le tout là au carré, divisé par phi 1 moins phi 0 au carré. Et donc ça c'est pour le cas où phi 1 est inférieur à phi 0, le cas où phi 1 est supérieur à phi 0 aboutit à la même relation au final. D'accord. Donc voilà, on peut calculer comme ça le nombre de sujets nécessaires pour une étude qui permettent de conclure avec une puissance P qu'on a prédéterminée à l'avance, P étant égal à 1 moins bêta, d'où le bêta qui est ici. Voilà, autre question qu'on peut se poser, ça va être de faire de la comparaison de moyenne, pas de proportion mais de moyenne. Et donc cette fois-ci on va considérer qu'on va faire appel à des échantillons qui ont le même nombre de sujets entre deux populations. Donc on va prendre NA égale NB égale à N, et ce qu'on veut c'est calculer ce N qui doit être le même pour les deux. Donc là la méthode va être furieusement similaire. On veut tester l'hypothèse H0 que mu A égale mu B, contre l'hypothèse H1 que mu A est différent de mu B, et cette fois-ci aussi on va faire qu'on fixe à l'avance la puissance qu'on veut atteindre dans le test, donc un risque qu'on doit définir à bêta égale 1 moins P. Et donc le nombre de sujets N qu'il faut pour chaque échantillon, donc le nombre de sujets total c'est 2N, c'est notre seuil à 5%, donc 1,96, plus la même chose, mais à 2 bêta ici, okay, au carré, multiplié par sigma A carré plus sigma B carré, divisé par mu A moins mu B au carré. Ça veut dire qu'en fait, il nous faut des valeurs approchées des variances pour pouvoir regarder ça. Voilà. Donc ça veut dire que, en fait, pour ce genre de questions, on n'a
probablement déjà fait une première évaluation, mais sur une toute petite étude. Et ce qu'on veut avec les paramètres de la petite étude, c'est mieux raffiner les paramètres de la grande étude qu'il nous faut pour bien approcher ça proprement, si vous voulez. Ou avoir d'autres sources qui nous permettent d'évaluer ces paramètres par ailleurs. Mais voilà. Donc prenons un petit exemple. La grippe donne en moyenne 5 jours de symptômes. Et on veut tester si un antiviral est efficace. On va considérer qu'on veut discriminer une amélioration d'1 jour de durée des symptômes. On veut avoir une grippe qui dure que 4 jours en moyenne. Et on évalue à la louche que sigma carré vaut 2. D'accord. On accepte 10 chances sur 100 de ne pas mettre en évidence un effet éventuel. Donc c'est ce qui nous permet, on a une puissance du test à 90%. Alors maintenant, la question c'est combien il faut de sujets par groupe en ayant défini les choses comme ça. Donc on applique nos relations. Donc ce qu'on veut comparer là, c'est des moyennes. Hein. Donc c'est 1,96 plus U de bêta au carré. Je rappelle la relation qu'on vient de voir. Donc mu A moins mu B ici. Donc la plus petite qu'on veut résoudre, hein, c'est 5-4, donc c'est 1. Notre bêta qu'on a calculé en fait ici en disant 10 chances sur 100 vaut donc 0,1, donc 2 bêta vaut 0,2, et si on va voir dans la table, U de 0,2, c'est 1,282. Donc au total, il nous faut 1,96 plus 1,28 au carré, multiplié par 2 plus 2, divisé par 1, et ça fait 41,99, donc en fait 42 sujets, je pense qu'on est tous d'accord pour l'arrondir, hein. On parle d'êtres humains. On va pas les couper un centième en morceaux. Voilà, je vous avais prévenu qu'il y avait quelques blagues débiles. C'est un peu en fonction de mon état de fatigue. Ok. Une petite question d'importance, et on va commencer à s'approcher franchement de la fin là. C'est l'adéquation à une distribution théorique. Et ça se teste généralement par le Qui2. Donc là, on veut faire quelque chose d'un peu plus raffiné que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a une population qu'on peut classer en K catégories. Donc on a fait notre distribution en barres, si vous voulez. Hein. Donc pi1 jusqu'à pk, c'est les proportions d'individus de la population dans chacune de ces catégories. Et on a un échantillon de n sujets, avec n1 sujets de la première catégorie, n2 de la deuxième, etc. Et donc ni, c'est la réalisation d'une variable aléatoire grand ni. D'accord. Donc la somme de tous les ni nous donne la population de l'échantillon. Enfin, pardon, le nombre de sujets dans l'échantillon, pas la population. Ok. Et donc les fréquences dans la population sont ni sur n, hein, simplement. À comparer avec les pi 1 à pk théoriques. Donc on attend en moyenne pour chaque catégorie un nombre égal à le nombre d'éléments dans l'échantillon multiplié par pi, la probabilité ou la fréquence de cette catégorie. La proportion de cette catégorie. D'accord. Donc ça, c'est les valeurs théoriques qu'on attend en ayant postulé une certaine distribution. Ok. Donc quand les AI sont grands, c'est-à-dire supérieurs ou égaux à 5 en l'occurrence, on peut construire la grandeur Q qui va être passée à la moulinette du Qui2, et donc qui s'écrit somme de I égale 1 à K, donc pour chacune des K catégories, d'accord, de l'écart en fait au carré entre ce qu'on a effectivement dans l'échantillon et ce qu'on attendrait si on suivait la distribution théorique AI, donc NI moins AI qu'on met au carré divisé par AI, c'est-à-dire la valeur théorique. Si vous voulez, on est en train de mesurer un pourcentage d'écart au carré. C'est un peu ça, en quelque sorte. Et donc cette grandeur Q va être distribuée selon une loi du Qui2 à K-1 degré de liberté. D'accord, vous vous rappelez, on l'avait brièvement tracé, mais on avait dit qu'on ne s'en servait pas sous cette forme. De fait, on ne s'en sert jamais sous cette forme, à ma connaissance. Ce qu'on veut maintenant, c'est aller voir comment se comportent les lois du Qui2 dans des tableaux. Donc, l'hypothèse H0 qu'on teste dans ces cas-là, c'est que le caractère est réparti dans la population en proportion pi1 jusqu'à pk, qui sont la proportion théorique de départ. Et on se demande du coup, est-ce que l'échantillon N1 jusqu'à Nk est suffisamment éloigné de cette répartition pour rejeter H0 ? H0 étant que non, il correspond bien a priori à cette répartition. Donc le test du Qui2 se fait un petit peu comme tous les autres, hein. Donc on forme le Q qu'on vient de définir. Et si Q est inférieur à la valeur de K, parce qu'on parle du Qui2, donc on a remplacé toujours un petit peu, observé pour K-1 degré de liberté au seuil de 5%, donc si Q est inférieur à ce cas-là, on ne peut pas rejeter H0. Si Q est plus grand que K au seuil K-1 degré de liberté à 5%, donc K, on se rappelle, hein, c'est le nombre de catégories, c'est pas le nombre de sujets dans l'expérience, hein, attention, c'est deux choses différentes. On peut rejeter H0. D'accord. Le degré de signification est plus petit, et le plus petit,
P qu'on peut avoir tel que Q reste supérieur à K. Donc faisons un peu de génétique, ça nous changera. On va tester une situation de descendance d'hétérozygote sur deux gènes, petit a grand A, petit b grand B. D'accord, donc A dominant sur A et grand B dominant sur petit b. Donc si les gènes sont mendéliens et indépendants, les phénotypes qu'on attend, si on part d'hétérozygotes bien construits, les phénotypes qu'on attend sont grand A grand B dans 9/16 des cas, petit a grand B et grand A petit b dans 3/16 des cas, chacun d'entre eux. Donc voilà, et petit a petit b dans 1/16 des cas. Donc au total, on a bien 16/16, ça fait 9 plus 2 fois 3. 6, 9 et 6, 15 plus 1, ça fait bien 16 sur 16. On a bien réparti tout le monde. Donc ça, c'est le cas mendélien. Ok, on observe 160 descendants et on a ici les AI attendus dans le cas mendélien, donc c'est pour 160 descendants, ça fait 9 sur 16 fois 160, ça fait 90, 3 sur 16 fois 160, ça fait 30 là et là, et 1 sur 16 fois 160, ça fait 10. D'accord, bon, évidemment, le 160 tombe bien avec le 16. Et les NI observés sont 10, 20, 15 et 25. Et donc la question c'est, est-ce que ce truc-là est raisonnablement compatible avec cette distribution-là ou pas? Donc à l'œil, on a envie de dire non, mais bon. On a besoin de quelque chose d'un plus précis que ça et de mieux assis. Donc on voit d'abord que tous les AI, d'accord, attendus et expérimentaux surtout, sont supérieurs à 5. D'accord. Donc on peut former la valeur Q. Donc on va le former, ça nous fait 100 moins 90 au carré sur 90, 30 moins 20 au carré sur 30. Donc on sait bien, on divise à chaque fois par les valeurs théoriques. 15 moins 30 au carré sur 30, 25 moins 10 au carré sur 10. Et ça fait 34,4. Et ça, c'est supérieur au seuil de la loi prévue pour 3 degrés de liberté. On avait dit que c'était K-1. Là, on a 4 degrés de liberté. 1, 2, 3, 4 possibilités. Donc 4-1, ça fait 3. À 5%, K3 à 5%, ça fait 7,815. Et donc, même si on va voir la signification du test, il est à 10-6 même. D'accord, donc il est même relativement balèze sur la table que j'avais qui est à 25,90 pour la précision. Donc en fait, on peut même affiner encore, on est encore mieux que 10-6, puisque 25,90 c'est pas encore 34,4. Donc on ne sait pas combien on a exactement, mais enfin on commence à être vraiment significatif. Donc on peut conclure que H0 is out. Là, il n'y a pas tellement de problème, on n'est pas du tout sur une distribution qui ressemble à ce qu'on attend. Dans ce cas-là, avec une précision grande. Donc si, en revanche, ce qu'on peut aller voir maintenant, c'est est-ce que individuellement ils sont mendéliens, ces petits gars-là? Donc on va aller voir ça rapidement. Si petit a grand A est mendélien, il faut qu'on compare 115 grand A et 45 petit a aux 120 et 40 théoriques. Et donc là, on fait un test plus normal quand on avait fait jusqu'au... On peut le faire en Ki2, cela dit, là j'ai fait en Ki2, autant pour moi, pardon. Et donc là, on forme Q, on trouve 0,83 et c'est inférieur au K à 5%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse mendélienne, donc a priori, petit a grand A, là, il est mendélien en comportement. Petit b grand B, 120 et 40, alors là, on est pile poil sur les valeurs théoriques dans l'hypothèse mendélienne. Donc clairement, on ne peut pas rejeter l'hypothèse mendélienne là non plus. Donc a priori, petit a grand A, petit b grand B se comportent de façon mendélienne. Et donc on avait dit que les phénotypes qu'on attendait ici, là, théoriques, c'était au cas où les gènes étaient mendéliens et indépendants. Or, d'après nos stats, ils ont l'air bien mendéliens, donc ils ne sont pas indépendants a priori. Donc par ce résultat expérimental, ce qu'on peut rejeter a priori, c'est bien l'indépendance des deux gènes. C'est pas le mécanisme mendélien en l'occurrence. Voilà. Bon, maintenant on va conclure. Je me doute que c'est triste pour vous d'arriver déjà à la fin de ce cours, mais vous aurez l'occasion d'y revenir. Je vous le souhaite en tout cas en médecine ou tout autre étude médicale qui vous intéresse si tout se passe bien. Ça fait partie des choses, comme vous le voyez, qui ont beaucoup de signification pour les applications médicales. Et puis ça reste tout à fait vrai dans toutes les autres disciplines expérimentales, de la chimie à la géographie en passant par la physique et tout le reste. Donc quoi que vous fassiez, et la science de la vie en général, c'est des outils qui peuvent vous être extrêmement utiles. Voilà. Mais donc pour exposer un petit peu ce qui aurait pu être abordé, qu'on n'a pas abordé, et je ne parle que d'aspects très appliqués. Okay, on n'a pas du tout fait les aspects mathématiques sous-jacents, là, on a juste vu les résultats. Vous vous doutez bien, on a un peu entreaperçu qu'on a vu des fonctions monstrueuses au début dans les parties probabilité. Tout ça fait appel en fait à des notions mathématiques qui sont un peu trapues et que vous ne verrez pas dans vos études, je pense, sauf à aller franchement vers les maths et la physique un peu fondamentale.
Donc voilà, on s'en porte pas plus mal, ne vous en faites pas. Donc on n'a pas parlé de tableaux de contingence par exemple, qui permettent d'étudier des variables qualitatives et sur lesquelles on peut effectuer un test du qui-2. On l'avait évoqué, vous savez, au tout début, hein, on avait distingué les types de variables aléatoires, et là on n'a pas du tout parlé des variables qualitatives. Mais donc tous les tests qu'on vient de voir, et particulièrement le qui-2, peuvent être adaptés à ces situations-là. On n'a pas parlé de liaison entre variables quantitatives différentes. On peut avoir deux variables quantitatives et on va vouloir voir si elles sont corrélées ou pas. Est-ce qu'on peut faire de la régression avec et donc faire de la prédiction de la dépendance d'une variable à l'autre. Et donc là, il y a encore toute une partie où on va raisonner sur les notions de covariance, etc., qu'on n'a pas du tout exposé dans ce cours. On aurait pu parler aussi de tests non paramétriques qui permettent de comparer des distributions qui ne sont pas normales, parce que jusque-là, en fait, si vous regardez bien, on a toujours fait l'hypothèse que nos distributions sous-jacentes étaient normales. C'est pas toujours faisable, c'est pas toujours tenable, et dans ce cas-là, il y a d'autres tests qui existent et qui permettent de faire des approches non paramétriques, on appelle ça. Voilà. Et puis un autre aspect qu'on n'a pas vu, c'est ce qu'on appelle l'appariement, qui permet d'accroître la puissance d'un test, où on va regarder, en gros, pour vous le dire vite, on va améliorer la puissance d'un test sans trop en augmenter le coût financier, c'est-à-dire qu'on va regrouper les éléments de l'échantillon par catégorie qu'on veut comparer entre elles, si vous voulez, et on va tracer par valeur croissante de cet indice des catégories. Et on va voir un peu comment ça se comporte, ça permet d'améliorer encore un peu la puissance. Voilà, il y a encore eu plein d'autres aspects, on n'a pas du tout le temps de voir ça, on a un temps très limité, donc si vous voulez plus de détails, ce cours est très très largement inspiré d'un bouquin qui est l'ouvrage de Monsieur Valeron, qui est un très grand spécialiste du domaine, dont je vous reconseille la lecture maintenant ou plus tard, c'est tout à fait enrichissant. Voilà, donc si ça peut vous aider pour la suite, n'hésitez pas, c'est un bon point de départ par ailleurs. Voilà, et pour finir, je voudrais vous envoyer un message de courage dans ce que vous traversez actuellement. Non seulement on fait de la visio plutôt que du réel, mais en plus de ça, il y a le Covid, donc tout ça est un peu lourd, donc j'espère que vous allez bien et que vous ne vous découragez pas. N'oubliez pas que vous aurez les veilles pour poser des questions sur tout ce qui peut vous résister au niveau compréhension, donc il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Je vais mettre, si ce n'est pas déjà fait quand vous regardez cette vidéo, en ligne des exercices d'entraînement sous forme de QCM. Corriger, vous pourrez vous entraîner, voir si vous comprenez bien les choses ou pas. Et voilà, tout ça sera sur Selene et vous pourrez vous en faire votre nourriture. Voilà. Et donc je vous souhaite très bonne continuation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans le monde réel, ce serait quand même plus agréable. Voilà, au revoir à tous.